que la feuille de route du numérique en santé est un sujet très intéressant du moment qui sont les e-parcours. Alors, on le sait tous, la santé, elle est impactée par beaucoup de choses actuellement, mais bien sûr par le numérique et l'intelligence artificielle qui occasionnent des bouleversements au niveau technologique, mais également au niveau des process, bien sûr sur la relation entre les professionnels de santé et les patients. Mais au global, ce qu'on voit, c'est que ça a un impact très, très positif sur la sécurité, le temps gagné, qui est approuvé, bien sûr, et sur le renforcement du lien entre les professionnels de santé et les patients. Aujourd'hui, et la communication actuelle le montre, on est en train de passer de la partie technologique, qui n'est pas encore finie, mais on en reparlera tout à l'heure, à la partie usage, et ça, c'est une très bonne chose. Alors, pour parler de tous ces sujets aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants. Dominique Pont, que vous connaissez tous, qui est le responsable auprès du ministre de la feuille de route du numérique en santé et qui pilote la stratégie de la transformation numérique de la santé en France et qui est la force tranquille de la DNS avec Laura Letourneau. Ensuite, on accueillera le docteur Yann-Mel Ledouarin, qui est adjoint au chef de bureau chargé de la coopération et de la contractualisation à la Direction générale de l'offre de soins. Ça, vous le savez, c'est au ministère de la Santé. Ensuite, le professeur Bernard Marchex, qui est professeur des universités. Il est chirurgien, il est chef de service de chirurgie cardiovasculaire au CHU de Toulouse. Nous aurons également Alexis Gaden, qui est responsable de l'innovation chez Aucantis. Olivier Thuillard, qui est cofondateur de Bot Design. Pour ma part, je suis très heureux d'animer ce webinaire. Philippe Meyer, qui est le directeur général d'Aucantis, conclura l'événement. Alors, quelques règles de vie pour ce webinaire, comme d'habitude. On se fera un petit temps de questions-réponses après chaque intervention. Évidemment, vous avez le chat pour poser vos questions. Il y a certains intervenants, évidemment, qui ne pourront pas rester jusqu'à la fin. Donc, s'il y a des questions qui les concernent, on fera le relais pour y répondre après le webinaire, bien évidemment. Et bien sûr, merci à Fanny pour la coordination très efficace de ce bon moment. Alors, on va tout de suite commencer, si vous en êtes d'accord, par Dominique Pont. Donc, Dominique, je répète que tu es chargé de gérer la stratégie numérique auprès du ministre de la Santé, et ce depuis 2018. Ça fait bientôt 3 ans et 6 mois, si je ne me trompe pas. Et là, avec l'équipe de la DNS, tu as, on peut le dire, révolutionné le numérique dans la santé, dont on parlait beaucoup et qui était un sujet compliqué. Donc, tu t'es attaqué aussi bien à la sécurité qu'à l'interopérabilité, mais tu vas nous en reparler, qu'à la souveraineté des plateformes avec Mon Espace Santé et également avec un certain nombre d'actions pour favoriser l'accès au marché. Tu as rédigé, impulsé la feuille de route du numérique. Et là, je tiens à le dire avec les acteurs de terrain, parce on a tous été associés. Tu nous as donné beaucoup de sens dans ce domaine-là. Alors, ça fait 42 mois. Le bilan est riche. À toi la parole. Merci Jean-Louis. Bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas être trop lourd. Donc effectivement, c'est un moment intéressant pour faire un bilan puisque je suis à 15 jours de la fin de ma mission, puisque je m'étais engagé jusqu'au présidentiel de 2022. Et en résumé, la façon dont je ressens les choses, c'est que c'est quand même assez rare en France qu'on ait confié un acteur de terrain qui n'était pas issu de la fonction publique, qui connaissait rien à la technocratie ni au monde politique, les clés du camion pour conduire une politique publique. Et en fait, ça, je trouve que c'est un modèle intéressant qu'on pourrait répliquer dans plein d'autres sujets en France. L'idée, c'est qu'au départ, on m'a demandé d'écrire un rapport sur le numérique en santé en France. Et ce que j'expliquais dans le rapport que j'ai rendu au président de la République, à la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, j'apportais le regard de quelqu'un de terrain qui a les mains dans le cambouis du réel depuis 20 ans dans le numérique en santé. Et je disais en gros, pour faire très court et de façon un peu triviale, c'est un bordel incroyable, quoi. Là, e-santé en France depuis toujours. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de volontarisme, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de pragmatisme. Et donc, en fait, on a laissé fleurir les logiciels de santé partout en France
chez les médecins, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, chez les biologistes, les radiologues, tout le monde, sans cadrer les choses. Et l'État ne s'est pas saisi de ces sujets pour cadrer à la source, à la base, en fait, la façon dont les logiciels de santé doivent communiquer entre eux, doivent respecter des règles de sécurité, etc., etc. Donc, les parcours de soins numériques aujourd'hui en France, ben, c'est encore pas la promesse attendue, quoi. Puisque les logiciels ne savent pas communiquer entre eux, donc il manque toujours une information pour un médecin qui veut avoir voilà, un résultat d'anapath, un résultat de biologie, un compte rendu de radio, une image de radiologie, etc. Il manque toujours des trucs, quoi. Et donc, en fait, les racines du mal, pour moi, c'était de dire ben, l'État ne s'est pas saisi de ces sujets de façon suffisamment ferme et volontariste. Et donc, il faut d'abord voilà, une gouvernance, un patron. Il faut qu'il y ait une vision et que cette vision elle soit expliquée, concertée et ensuite déployée de façon très humble et très pragmatique. Et donc, cette vision-là, en gros, elle disait ben, l'État va reprendre la main, va siffler la fin de la récréation et va poser une vision. Et cette vision, il va la confronter à l'avis de tout le monde et de tout l'écosystème parce que ce n'est pas depuis le 7e arrondissement à Paris qu'on va conduire une politique publique. Et cette vision, en gros, elle consistait à dire, je me permets de partager un écran, hein, Jean-Louis, elle consistait à dire, en gros, il faut d'abord savoir qu'il n'y aura pas d'homme, de mec ou de nana providentiel qui va résoudre nos problèmes. La seule solution pour avancer dans la e-santé en France, c'est qu'on se mobilise de façon collective. Et pour se mobiliser de façon collective, il faut d'abord qu'on ait un cadre de valeurs commun. Et le cadre de valeurs qu'on a proposé, c'est de dire qu'il faut un numérique en santé en France qui soit éthique, voilà, plus éthique que les GAFAM. Voilà, il faut qu'on soit hyper exigeant sur l'éthique, le respect des libertés individuelles, le respect des données des gens, redonner aux citoyens leurs données de santé, essayer d'être le plus possible inclusif, donc d'être très méticuleux sur l'éthique de ce qu'on veut développer dans le numérique. Deuxième axe de valeur, c'est être souverain. Voilà, moi j'assume cette vision-là depuis le début. On ne pilotera pas la santé en France, on n'aura pas une vraie politique publique humaniste et éthique si on ne maîtrise pas les plateformes numériques. Il ne suffit pas d'écrire des lois, il faut mettre les mains dans le cambouis du réel et fabriquer des infrastructures. Et l'image que vous avez de la maison à l'écran, c'est ça. Depuis 3 ans, on fabrique les infrastructures du numérique en santé en France, qui sont des services publics imposés à tous les industriels maintenant. Donc, toutes ces fondations de la maison que je ne vais pas décrire, c'est tout un tas de briques techniques. Comme dans une ville, les pouvoirs publics font les routes, les ponts, le tout à l'égout. Et ils disent à tous les promoteurs, à toutes les personnes, faites votre maison, mais connectez-vous sur les infrastructures publiques communes et respectez le code d'urbanisme commun. Et cette maison-là que vous avez à l'écran, c'est ce qu'on a bâti depuis 3 ans. Et donc, le troisième axe, c'était de dire de valeur, c'est il faut que ça soit citoyen. C'est-à-dire, on ne peut pas faire du numérique en santé en France, on ne peut pas piloter la santé en France si on ne propose pas des outils numériques à monsieur, madame, tout le monde, voilà, aux patients, aux usagers du système de santé, aux citoyens français. Il ne faut pas que ça soit des outils que réservés aux professionnels, aux hôpitaux, aux médecins, etc. Et donc, l'idée, ça a été de bâtir toute cette stratégie qui était cadrée sur 3 années, voilà. Et on a dit, bah, tout d'abord, on va mettre les mains dans le cambouis, définir une délégation du numérique en santé qui pilote, qui a l'aval direct du ministre, de l'Élysée, de Matignon pour réguler. On a fait un tour de France du numérique pour inclure tout l'écosystème avec tout un tas d'ateliers avec des centaines et des centaines de personnes, des start-upers, des industriels, des médecins, des biologistes, des radiologues, des infirmières, etc. pour construire ensemble cette vision commune. Et ensuite, on a bâti ces routes numériques. Donc, si je vous en donne quelques-unes, c'est une identité nationale de santé obligatoire dans tous les logiciels en France. C'est une messagerie sécurisée de santé obligatoire dans tous les logiciels de santé en France. C'est des moyens pour se connecter dans les logiciels des médecins et des hôpitaux qui sera unique, qu'on appelle Pro Santé Connect pour standardiser la sécurité d'accès aux logiciels, etc., etc. Plus des plateformes, ce que vous voyez en couleur de la maison, une plateforme pour les citoyens qui s'appelle Mon Espace Santé, voilà, qu'on a démarré en début février et qui sera ouvert à tous les Français qui ne se sont pas opposés à ça d'ici juin. Donc, on pense qu'on sera au-delà de 60 millions de carnets de santé numériques publics de Mon Espace Santé ouverts pour les citoyens français qui permettront de stocker les données des Français de santé, partager avec les médecins, avoir une messagerie sécurisée, un store d'applications innovantes, etc. Bon, bref, une vraie plateforme citoyenne du numérique en santé. On travaille en parallèle, c'est le mur jaune de la maison, sur ce qu'on va proposer aux professionnels qui ressemblera à la même vision, le Health Data Hub que vous connaissez. Et dans les nuages,
tous les dispositifs d'accompagnement pour la première fois. C'est horrible à dire, mais merci au Covid, quoi. Pour la première fois dans l'histoire de la e-santé en France, on a les moyens de nos ambitions. On a un programme de 2 milliards d'euros qui s'appelle le Ségur numérique, qui en gros consiste à imposer les fondations de la maison que vous voyez là, toutes les fondations, les routes numériques de l'État, désormais de la e-santé en France, à tous les logiciels de santé en France. Tous les industriels devront respecter ça et l'État finance la mise aux normes de tous ces logiciels pour qu'ils se connectent sur ces plateformes de l'État et donc qu'ils puissent communiquer des données de santé entre eux par des canaux sécurisés dans le cadre des parcours de soins et avec le citoyen aussi via mon espace santé. Donc ça, c'est l'État qui régule, qui fixe les règles, qui finance la mise aux normes des logiciels pour que ça soit zéro reste à charge pour les professionnels de santé. Ça, c'est un programme de 2 milliards qui s'étale en gros sur 3 ans. Deuxième gros programme, ça c'est du rattrapage, ce que je viens de vous raconter, le rattrapage du retard. Deuxième gros programme, c'est un programme de 650 millions d'euros qu'on appelle la stratégie d'accélération santé numérique. Et là, c'est pour créer le futur, l'innovation. Donc, avec des tiers-lieux d'innovation numérique en France dans les hôpitaux, avec l'anticipation de remboursement pour tout ce qu'on va appeler les digital therapeutics, pour subventionner, pour soutenir des belles initiatives autour de l'intelligence artificielle. Voilà, tout un tas sur la formation, etc., tout un tas de dispositifs complémentaires pour qu'au-delà du rattrapage et de la vision de la maison qui est à l'écran, on puisse vraiment en fait tirer de l'avant le pays. Juste en 2 mots de conclusion, juste vous dire que bien sûr on fait des choses qui ne sont pas toutes glamour, hein, faire les routes numériques, personne ne le voit. C'est très ingrat de faire ça, mais c'était indispensable pour le pays parce qu'on était vraiment dans une espèce de bazar par rapport à tout ça. Et donc, pour moi, le futur des parcours numériques, ça ne peut se construire qu'avec cette vision de respecter les mêmes référentiels et de respecter les mêmes routes numériques dans tous les logiciels, dans toutes les initiatives. Chaque fois qu'on crée un nouveau logiciel, s'il ne respecte pas et si les normes fixées par l'État de sécurité, d'interopérabilité, de capacité d'envoyer des données décrites de la même façon, que ce soit à son collègue professionnel de santé ou que ce soit à son patient, si on ne respecte pas, si on n'a pas la sagesse de continuer à respecter ça, en fait, on n'y arrivera jamais. Donc, il y a un point clé, c'est respecter ces référentiels et se connecter sur ces routes numériques pour que les données elles circulent de façon fluide et sécurisée dans les parcours de soins. Et le deuxième point qui est essentiel, c'est l'optimisme. Parce qu'en fait, on est dans un pays pessimiste, toujours sceptique, toujours dubitatif, toujours à dire qu'on ne va pas y arriver, etc. Et donc, l'optimisme, même quand c'est compliqué, et surtout quand c'est compliqué, parce que ça mérite une détermination et un volontarisme sur la durée, l'optimisme est essentiel et d'être capable, pour une fois en France, de regarder la bouteille à moitié pleine plutôt que la bouteille à moitié vide. Et sachez, pour terminer et conclure, que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais à un horizon de 2 ans, à peu près, cette stratégie française fera qu'à peu près 80% des logiciels de santé en France seront conformes à ces normes. Je pense qu'on multipliera par 50 à peu près par rapport à aujourd'hui la quantité de données restituées aux citoyens français par des canaux sécurisés. Donc, on va changer d'échelle par rapport à tout ça. Et je pense très sincèrement qu'à cet horizon de 2 ans, on fera partie des pays les plus avancés en Europe et dans le monde en matière de e-santé. Pas parce qu'il y a eu un homme ou une femme providentielle, mais parce qu'on s'est mis d'accord sur des principes communs et qu'on aura été humble et pragmatique pour les mener jusqu'au bout. Voilà un petit peu mon introduction. Alors, merci Dominique. On va prendre quelques questions. Je voudrais juste rajouter que tu nous as mis sur la route de la première place de l'intelligence artificielle et du numérique en santé européen. Et ça, on compte bien s'y atteler. Les initiatives sont là. Dans le chat, plusieurs éléments que je trouve de très bonnes remarques. Cédric Villemineau nous dit, ben, les outils sont là maintenant. À nous, professionnels de santé et utilisateurs, de nous les approprier. Et ça, je trouve que c'est très, très, très important. À nous de saisir cette opportunité. On a une deuxième remarque, question sur mon espace santé de la part de Vassigna, qui dit: bonjour Dominique Pont, quand estimez-vous que nous aurons plus de 60 millions d'ENS ouverts? Eh bien, on y est presque. Vas-y Dominique.
Ouais, je pense que quand on aura mis en place le mécanisme de l'opt-out donc c'est en juin, mon estimation, je peux me tromper, hein, mais je pense qu'on sera au-delà de 60 millions d'espaces de santé créés, de mon espace santé créé. Juin. Et est-ce qu'il y a des questions à l'oral? J'en ai une autre, après. S'il y a pas de questions à l'oral pour l'instant, moi je voudrais souligner aussi tout le travail qui est fait parce que je l'ai dit, hein, il y a, toute cette partie de la maison que Dominique a repris sur la sécurité qui a beaucoup progressé, l'interopérabilité. On est beaucoup sur les usages, aujourd'hui. On avait une demande beaucoup, aussi, les industriels et l'écosystème de faciliter l'accès au marché et aujourd'hui Dominique, si tu peux nous en redire 2 mots, il y a des initiatives, qui vont se rapprocher de DIGA en Allemagne que vous avez transposé en France, mais aussi de la facilité d'accès au DM. Et ça, je pense que c'est important, c'est un très bon signe économique pour le marché, pour les utilisateurs. Ouais, Yann Maël va probablement aussi abonder dans ce sens tout à l'heure, mais on voit bien que les lignes bougent de façon impressionnante quand même sur ces sujets de remboursement on va dire de manière générale de ce qu'on appelle les DTX, les Digital Therapeutics. Tout à fait. Quand on voit ben, le remboursement et le passage dans le droit commun, bon, des téléconsultations bien sûr, de la téléexpertise, de la télésurveillance, et tout ce travail qui va être fait avec une vision européenne en plus, où vraiment on travaille avec les autres pays européens pour essayer d'harmoniser en fait l'accès accéléré et unifié et standardisé au marché parce qu'on voit bien qu'on ne pourra pas être exactement dans les mêmes logiques de preuve que pour les médicaments ou les dispositifs médicaux, qu'il faut trouver des moyens d'accès anticipé au marché. Là, il y a une volonté, un volontarisme inédit en France pour déployer ça et pour libéraliser ça, et dans une vision européenne. Donc, bon, voilà, c'est beaucoup poussé, pas que par le ministère de la Santé, mais aussi par d'autres ministères. C'est en interministériel que ça se travaille. Dans le cadre de la stratégie d'accélération santé numérique, on voit une vraie convergence de vues maintenant pour accélérer le déploiement en France voilà, de nouveaux mécanismes de remboursement et de labellisation et de référencement d'applications de santé digitale au sens large. Et voilà, donc ça pour moi, imaginez-vous, il y a 5 ans, on n'était pas du tout dans ces perspectives-là. Là, tout s'accélère, quoi. Pour finir, Dominique, j'en profite au niveau de l'Europe parce qu'on est dans les 6 mois de la présidence française de la communauté européenne. Pour moi, il y a plusieurs éléments marquants. Il y a évidemment tout ce travail qui est fait en cours sur les bases de données de santé européennes, mais il y a aussi tous les éléments que vous mettez en œuvre à partir de la DNS sur le transfrontalier et en particulier des initiatives pour que, si j'ai bien compris, les comptes rendus d'hospitalisation soit transfrontalière. Et ça, je trouve que c'est des avancées significatives dans l'usage du numérique. Oui, il y a ça. Après, je veux bien répondre après à la question de Laurent Duquesnoy, là, ça m'intéresse de lui dire aussi ce que j'en pense. Oui, Oui, mais tout à juste fait. par rapport à ça, effectivement, en fait, il y a ce qu'on appelle l'espace européen des données de santé, pour lesquels il y a un règlement européen qui sera publié d'ici le mois de juin dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Donc, on est hyper motivé pour être là-dedans. Donc, évidemment, en France, on a déjà créé les interfaces, en gros, entre mon espace santé et les équivalents européens pour être capable, dans le cadre des soins transfrontaliers, de pouvoir accéder à des données, quand on est un professionnel de santé, des données d'un patient qui vient d'Europe et de pouvoir les récupérer automatiquement. Et mieux que ça encore, Jean-Louis, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait partir sur les mêmes référentiels de description des données médicales au niveau européen, avec notamment un dictionnaire de terminologie qui s'appelle ASNOMED-CT. On a mis des années, des plombes en France à dire qu'on y va, et ça y est, on y va aussi, justement dans cette vision d'une convergence européenne, notamment pour le nomadisme un petit peu en Europe. Donc ça, je pense que c'est des choses, encore une fois, c'est le simple fait qu'il y ait une politique, qu'il y ait un volontarisme, qu'il y ait une adhésion de l'écosystème fait qu'il y a une confiance des décideurs politiques, et donc ils sont beaucoup plus aptes et rassurés pour avancer et aller plus vite. Et en fait, on sent bien que c'est ça qu'il fallait débloquer, c'est cette confiance en nous d'avancer de façon collective et pragmatique. Et ça accélère, tout s'accélère comme ça. Et Alors, juste pour répondre à Laurent vas-y, justement, je voulais Duquesnoy, parce que relayer. c'est un point super important, juste dire que
Aujourd'hui, quand les gens disent ouais, mais mon espace santé, ça va centraliser les données, on va être piraté par des hackers russes ou je sais pas trop quoi, bien sûr que je vous raconterai pas. Je suis ingénieur à la base, je dirais jamais qu'un système est parfait. Bien sûr qu'il y a toujours des failles de sécurité et bien sûr que c'est compliqué. Mais pour moi, aujourd'hui, la vraie vie aujourd'hui, c'est que quand vous regardez les deux outils les plus utilisés en France pendant la crise Covid dans la santé, c'est Gmail et WhatsApp, les amis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la sécurité, elle n'y est pas du tout. Ça veut dire que les données de santé des Français se baladent sur des serveurs en Californie à des fins marchandes. Et donc, au moins avec mon espace santé, c'est l'État qui reprend la main. Que t'aimes ou pas ton gouvernement, dans un pays démocratique, c'est quand même le seul garant d'une forme d'éthique sur les données de santé. Donc là, on dit, on propose une plateforme publique, ouverte à tous. On a mis vraiment tout ce qu'on a pu au niveau des exigences de sécurité. C'est supervisé par la CNIL, par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et au moins, ça va nous permettre d'arrêter toutes ces pratiques pourries aujourd'hui de messagerie non sécurisée en France, puisque la vraie vie, c'est ça. Donc, plutôt que de fantasmer sur les risques potentiels d'une plateforme publique, etc., regardons-nous humblement et dans le cadre de la situation réelle aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ce n'est pas sécurisé. Donc, avec mon espace santé, on va franchir un gap de sécurité, mais énorme par rapport à aujourd'hui. Voilà. Et c'est toujours le même truc français où on navigue entre les fantasmes et la frustration. Là, il faut arrêter de fantasmer. Voilà, pour une fois, il y a une vraie vision de service public national dans la e-santé qui permet de garantir une forme d'éthique. Voilà, il faut arrêter de polémiquer sur ces sujets-là. Franchement, il n'y a pas de sujet à polémique là, sur le truc. Merci Dominique. Juste pour finir et rebondir, hein, la remarque du docteur Villomino qui est très investi dans les sujets de e-santé, lui dit en effet que la sécurité des données de santé, évidemment que c'est le problème des médecins, mais que c'est pas à eux de la mettre en œuvre, que c'est à l'État de le faire et c'est ce que la DNS a fait et contribue à faire. Moi, j'y suis très attaché à cette sécurité. Pourquoi? Parce que on parle beaucoup, et c'est le pilier de notre exercice, du secret professionnel entre les professionnels de santé et les patients. Ben, le secret professionnel, il passe aussi par l'utilisation d'outils numériques sécurisés. Et ça, je pense que c'est un sujet que la DNS a pris à bras le corps dès le début de sa mandature. Ben, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions pour Dominique, on va le libérer, puis surtout passer. Merci beaucoup, Dominique. On sait qu'on est au milieu du gué, on a besoin que le numérique continue à avancer. On sait que c'est une de tes préoccupations et je sais que tu es à 15 jours de quelque chose, de la présidentielle, de la fin de ta mandature, mais en tout cas, moi, en public, je voulais te remercier pour l'énergie que tu as mis en œuvre, mais aussi, je veux dire, l'intelligence qui a permis de passer entre les gouttes et d'arriver à l'efficacité qu'on voit aujourd'hui. Donc, en tout cas, à très vite. Merci, Merci, Dominique. merci à tous. À bientôt. Je voulais maintenant donner la parole au docteur Yann-Maël Ledouarin. Je rappelle qu'il est l'adjoint au chef de bureau chargé de la coopération et de la contractualisation au ministère de la Santé, plus particulièrement à la direction générale de l'offre de soins. Yann-Maël, nous avons eu l'occasion ensemble, et on continue, de travailler sur de multiples sujets au sein de la DNS. Et puis, évidemment, pendant le Covid, pendant le Covid, il y a plein de choses qui se sont passées et où, ben, évidemment, les soins à distance ont pris une autre tournure. Alors aujourd'hui, quand on parle aux utilisateurs, que ce soit des professionnels de santé et ou du médico-social, et évidemment aux usagers, plus simplement, eh bien, quand on leur parle de télésanté, de télémédecine et de télésoins, je ne suis pas toujours sûr que tout le monde fasse bien la différence. Et donc, Yann Maël, si tu veux bien, est-ce que tu pourrais nous faire un petit décryptage de tout cela en direct avant qu'on te harcèle de nos questions? Avec Merci de ta plaisir. présence en tout cas. Et ben, surtout, merci de l'invitation et aussi, j'en profite pour remercier moi-même Dominique. Voilà.
À la fois personnellement, parce qu'on a énormément travaillé ensemble, les choses ont vachement avancé en parallèle, à la fois sur la partie numérique, et je reparlerai, les socles, les fondations, et la partie télésanté, donc la partie plus pratique. Et voilà, ça a été un magnifique boulot. Et je pense qu'on va le voir sur la diapo d'après. C'est pas simple parce que, comme le disait Dominique, avant, la loi passait souvent avant les intentions. Les premières traces qu'on peut retrouver de la télémédecine, c'est début du siècle du 20e. En 1924, on retrouve des affiches sur le Radio Doctor. Ils avaient déjà imaginé l'examen à distance à travers des écrans. Il a fallu attendre l'OMS en 87 pour reconnaître ces fameuses pratiques à distance. Au niveau français, ça a attendu les débuts des années 2000 avec des premiers textes de loi en 2009. Et entre 2009 et 2018, pardon, donc pendant un sacré laps de temps, ces textes sont restés plus du stade du texte et pas du tout de la pratique, avec quelques expérimentations. C'était peu déployé jusqu'à parce que l'écosystème était prêt, parce qu'il y a eu la vraie volonté d'y aller, une accélération depuis début 2018 avec la prise en charge de la téléconsultation et de la téléexpertise en 2018. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont accélérées. Ça s'est accéléré de plein de façons. Au niveau de la téléconsultation, téléexpertise, on en est au 4e avenant, donc de négociation des tarifs et de prise en charge, avec une ouverture progressive entre les syndicats et l'assurance maladie, avec de plus en plus de possibilités de prise en charge à distance pour les médecins, mais aussi avec l'ouverture du télésoin. J'y reviendrai juste après pour essayer de reclarifier un peu les choses, parce que les choses sont un peu complexes, mais dû à cette historique qui a traîné, où les gens, au bout d'un moment, n'y croyaient plus. Quand ça fait 20 ans qu'on parle de quelque chose, qu'on nous en reparle, mais qu'il ne se passe rien, au bout d'un moment, on lâche l'affaire, on arrête. Et donc, c'est vrai que là, on essaie de tout remettre d'aplomb. Et donc, c'est ce que je disais, le télésoin, les pharmaciens, les infirmiers qui ont négocié des prises en charge pour accompagner les patients lors des téléconsultations, les orthophonistes, les orthoptistes qui ont négocié la prise en charge de leurs télésoins, donc de leur propre pratique à distance, d'autres professions qui arrivent là dans les prochains mois. Et pendant le Covid, une ouverture très large, alors de façon dérogatoire et temporaire, mais on a eu une explosion pour tous les professionnels, quels qu'ils soient, télémédecine et télésoins, pendant le Covid. Juste pour replacer un peu les choses, pour être un peu plus clair, jusqu'à 2018, diapo d'après, c'est moi qui ai la main, je crois, désolé. Jusqu'en 2018, on parlait que de télémédecine. Donc télémédecine, c'est pas égal médecin, c'est égal profession médicale. Donc jusqu'en 2018, seuls les professions, jusqu'en 2019, pardon, seules les professions médicales, donc médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes, avaient le droit de pratiquer à distance. Avec une prise en charge aujourd'hui qui est pour les médecins, les sages-femmes sont en train de négocier et seront prises en charge à partir de cet été. Les chirurgiens dentistes doivent négocier encore avec l'assurance maladie, mais on avait une autorisation seule pour 3 professions parmi tous les professionnels de santé. En 2019, quand il y a eu la loi OTSS, le constat était clair, il n'y avait pas de raison que les autres professions de santé, donc les 18 autres professions de santé, les auxiliaires médicaux et les pharmaciens, ne puissent pas eux aussi pratiquer à distance. Donc on a corrigé ça en 2019 pour permettre à toutes les autres professions de pouvoir elles-mêmes pratiquer à distance. C'est pour ça qu'on a créé le télésoin. La télémédecine était déjà définie pour les professionnels médicaux et on a créé le télésoin qui est l'équivalent pour ouvrir les pratiques à distance de tous les paramédicaux et les pharmaciens. Pour s'y retrouver, c'est assez simple parce que souvent il y a des confusions, notamment quand on parle de l'accompagnement en télémédecine par un pharmacien et ou un infirmier, on dit c'est du télésoin. Non, la question est qui réalise l'acte? Qui est la personne à distance? Si la personne à distance est un médecin, chirurgien dentiste, sage-femme, c'est de la télémédecine. Si la personne à distance est un pharmacien, un kiné, un orthophoniste, on est sur du télésoin. Donc, quand on a par exemple un pharmacien qui accompagne un patient lors d'une téléconsultation, on est bien sur de l'accompagnement en télémédecine. Je reclarifie parce que c'est vrai que c'est clair pour personne et c'est pour ça que voilà. Et que c'est en plus hyper important parce que ça fait partie des choses sur lesquelles on parie sur l'avenir. Je pense que le meilleur accompagnement et un des meilleurs alliés qu'on ait pour que les patients puissent bénéficier de la télémédecine, du télésoin à l'avenir, c'est aussi par ce réseau infirmier, par ce réseau pharmacien qui permet d'accueillir le patient, de l'aider, d'avoir les objets connectés, de l'aiguiller pendant les téléconsultations et pendant les télésoins. Donc, c'est hyper important. Et donc, on a regroupé tout ça sous le terme télésanté en 2019.
Pour vous donner un peu de perspective, parce que je pense que le plus simple, c'est d'en discuter ensemble sous forme de questions, un peu sur les perspectives là, sur les prochaines années. C'était réaffirmé dans la mesure 24 du Ségur, et ça a déjà commencé à être mis en place. On a plusieurs post-crises. Avec l'explosion qu'on a pu avoir, on était à 10 000 téléconsultations par mois avant la crise, on est passé à plus d'1 million par semaine au plus fort de la crise, et aujourd'hui on est à peu près 1 million, 1,5 million par mois, donc on a une bonne stabilisation, avec des usages qui sont partis, qui ne baissent pas. On a la volonté de continuer à déployer la téléconsultation. Le but, ce n'est pas d'atteindre un chiffre, c'est de permettre à tout patient et à tout professionnel de santé de pouvoir la mettre en place. Donc, de permettre cette offre largement. On n'a pas d'objectif de nombre de téléconsultations, ça serait ridicule. La bonne téléconsultation, c'est la téléconsultation qui est pertinente, qui a été choisie par le médecin ou par les professionnels de santé quand on est en télésoin, et en accord avec le patient. Donc, on n'a pas d'objectif là-dessus, mais par contre, il faut que cette offre puisse se déployer sur le territoire. Il y a une autre chose aussi qui était importante pour nous, et là, ça refait le lien avec ce que tu disais, Jean-Louis, tout au départ, c'est-à-dire le parcours. Le parcours et la coordination, ça a été l'ouverture de la sollicitation de la téléexpertise à tous les professionnels de santé. Jusqu'à présent, n'était autorisé par la loi que la possibilité pour un professionnel médical, donc on va schématiser en disant un médecin, qui interroge un autre médecin à distance. On a ouvert en 2019 la possibilité, non, je me trompe, en 2021, pardon, la possibilité à tous les professionnels de santé de pouvoir interroger à distance un médecin pour avoir une expertise médicale. C'est hyper important pour la coordination, c'est hyper important pour le patient. On peut le voir sur le terrain, quand il y a par exemple un suivi d'une plaie diabétique par une infirmière, il y a une question sur un pansement sur le suivi de la plaie, elle peut maintenant demander à un médecin une expertise, lui envoyer des images par messagerie sécurisée, par tout ce qui a été détaillé par Dominique juste avant, et pour que tout se fasse de façon la plus fluide possible et que ça colle vraiment aux usages et aux besoins du terrain. Avant, c'était bloqué, en fait, on ouvre. Notre but, c'est vraiment de permettre, on ne cadre pas, on cadre indirectement pour sécuriser, mais on permet, c'est plus l'optique qu'on a, c'est de permettre les usages et de permettre aux professionnels et aux patients de s'organiser comme ils le souhaitent sur les territoires. Le troisième point, c'était d'accélérer sur la partie télésoins, donc avec les négociations conventionnelles des 18 professions. Donc ça va prendre un peu de temps, le temps que les 18 professions négocient, mais en tout cas, ça commence. On en a déjà 2 qui l'ont fait, 3 si je compte les IPA. Donc on a les IPA, les orthoptistes, les orthophonistes, les masseurs kinés sont en train de négocier. Il y a d'autres professions qui arriveront au fur et à mesure. Les sages-femmes, comme je vous disais, et on a aussi les chirurgiens dentistes, et il faut que ça puisse, que les partenaires conventionnels se saisissent de ce sujet-là et négocient des prises en charge pour toutes les professions au fur et à mesure. Et le dernier point, on l'a évoqué aussi rapidement tout à l'heure, c'est la télésurveillance. Le Ségur a réaffirmé le fait que les expérimentations étapes arrivent à terme et qu'on n'est plus à l'heure des expérimentations, on est à l'heure de la vraie vie. On a la chance d'avoir en France un pays qui a été jusqu'à présent à la pointe de la télésurveillance, avec un écosystème qui était très présent, des expérimentations. On est les seuls pays qui expérimentaient de façon nationale la télésurveillance et de pouvoir rapidement rentrer dans le droit commun. C'est ce qui a été mis dans le Ségur. Ça a été voté en loi de financement, donc fin d'année 2021, et on travaille actuellement sur les textes. Ça sera fait en 2022. Sur l'accès au marché, ça veut dire qu'on a tout un nouveau champ, à la fois de pratiques et d'outils qui vont pouvoir aujourd'hui se déployer. La télésurveillance, ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste le 5e acte de télémédecine, c'est aussi une nouvelle façon de s'organiser pour les professionnels de santé, une nouvelle façon, un nouveau relationnel entre le patient et les professionnels de santé, parce que ce n'est pas que le médecin, c'est des équipes pluriprofessionnelles. C'est des nouveaux outils qui aujourd'hui sont assez simples mais vont se complexifier au fur et à mesure avec de l'intelligence artificielle qui va arriver, avec des algorithmes de plus en plus complexes. Et c'est les premiers dispositifs médicaux numériques qui vont pouvoir accéder au marché grâce à la télésurveillance. Donc il y a ça qui arrive, ça a été assez complexe et c'est en cours et ça va arriver dans les prochains mois d'ici à l'été. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, toi et Dominique, c'est accompagné d'une autre mesure dans la loi de financement qui était l'accès précoce, qui va permettre à la fois pour les dispositifs numériques de télésurveillance, mais aussi pour toutes les autres DTX, de pouvoir avoir pour la première fois un accès au marché pour une prise en charge suite à une prescription pour un patient. En disant ça, ça me fait penser à autre chose. C'est que tous les outils numériques, il y a des travaux qui sont en train d'être faits par tout l'écosystème actuellement et tous les acteurs.
c'est de bien réfléchir à quelle est la valeur portée par ces dispositifs. Jusqu'à présent, on mettait la question un peu de côté, ou alors on pensait qu'au Graal de l'assurance maladie. C'est que la LPPR était le Graal. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients que les DTX, le panel est énorme, pas les DTX, mais les outils numériques, parce que c'est largement au-delà des DTX. Le panel est très énorme, ça va de l'outil numérique d'aide à la coordination, au DMP, à des outils extrêmement poussés de thérapie. Et la question de quelle valeur porte et à qui ces outils apportent cette valeur est hyper importante. Et on voit là depuis quelques mois que tout le monde bouge, tout le monde commence à réfléchir, tout le monde s'y penche. Donc les choses avancent et c'est parce que ces choses-là avancent qu'on pourra arriver à nous aider à mettre la pierre finale avec un remboursement, une prise en charge, quelle qu'elle soit, de façon beaucoup plus pérenne. Donc c'était un peu les prochaines étapes. Et en gros, pour schématiser, tout ce qu'on fait est en 3 piliers. Il y a un peu la partie sécurisation. Donc, on sécurise via tout ce qu'a dit Dominique tout à l'heure, la maison, l'interopérabilité, les référentiels. Et d'ailleurs, pour la télésurveillance, le référentiel de système d'information a été concerté là récemment par l'ANS avec les acteurs. On sécurise aussi par les bonnes pratiques, donc avec tous les travaux qu'on peut faire avec les professionnels de santé, avec les CNP, avec la Haute Autorité de Santé. Là, je vous ai mis un extrait des premières recommandations de 2018 de la Haute Autorité de Santé sur la téléconsultation, donc ça arrive au fur et à mesure. Et la Haute Autorité de Santé a également, là, sur la télésurveillance, publié les premiers référentiels sur les 4 premières pathologies. La 5e pathologie, qui est les prothèses cardiaques implantables, devrait arriver là, dans les 2-3 prochaines semaines. Donc, on sécurise vraiment à la fois sur la partie système d'info et aussi sur la pratique des professionnels. Et c'est ça qui est intéressant avec moi, en tout cas, qui me passionne sur la télésanté, c'est ce point de rencontre entre les pratiques et le numérique. Par de l'accompagnement. Donc, l'accompagnement, c'est de la formation. C'est comment je forme bien à la fois les futurs professionnels de santé avec la formation initiale et comment, grâce à la formation continue, j'accompagne les professionnels déjà en exercice. Cet accompagnement, ça passe aussi par tout ce que font les grades, les ARS au quotidien, mais aussi l'assurance maladie. On peut parler des médiateurs numériques, et peut-être que vous en parlerez tout à l'heure. C'est tout cet accompagnement sur le terrain des professionnels, pas pour appliquer une doctrine qui a été faite au niveau du ministère, mais nous, on permet, et c'est aux professionnels de s'emparer, de créer leur pratique, leur façon de voir les choses et leur façon d'exercer grâce à ces outils numériques, à ces pratiques numériques sur le terrain. Et donc, c'est ça, cet accompagnement qui est important. On publie aussi pas mal de guides où on a des travaux un peu plus sectoriels avec les professionnels de santé sur différentes thématiques, que ce soit les établissements de santé, les patients détenus retenus, donc les prisons, les patients en situation de handicap, les situations d'addictologie. Et voilà, il y a énormément de groupes de travail qui sont en cours pour répondre à des problématiques concrètes de terrain et avec le terrain, qu'on publie au fur et à mesure. Et à la fin, c'est ce qu'on appelle l'incitation, mais c'est plus de la communication. C'est comment je communique, parce que c'est ce que tu disais tout au départ, Jean-Louis, les gens ne savent pas ou comprennent mal. Et c'est probablement parce qu'on a mal expliqué ou pas assez expliqué. Et pour ça, il faut qu'on aille sur le terrain, il faut qu'on explique, il y a les médiateurs numériques, il faut qu'on publie des guides, qu'on informe mieux et qu'on enrichisse cette communication au fur et à mesure. Et ça se fait, ça a déjà beaucoup évolué, il y a encore beaucoup à faire et on le fait actuellement. Voilà un peu les différents points. Je ne sais pas si vous avez des questions du coup. Oui, Yann-Maël, plusieurs choses. D'abord, moi, je voudrais rebondir sur 2-3 éléments. Je pense que ce que tu disais est très important, c'est d'arriver à évaluer l'apport des outils numériques dans les usages, parce que, évidemment, lorsque les industriels ou autres vont vouloir pousser ces outils au remboursement, évidemment qu'il faut arriver à évaluer les bénéfices pour la santé publique et pour la prise en charge des patients. Et ça, c'est des sujets sur lesquels on est aussi preneur de guidelines européennes, parce que si on arrivait à avoir les mêmes niveaux d'évaluation dans tous les pays européens, pour la diffusion des outils, ce serait extrêmement important. Un deuxième sujet que... vas-y, je t'en Non, prie. mais ça commence à se structurer. Il y a eu déjà, il y a tous les travaux avec la présidence européenne. On voit bien que les différents pays européens et même hors Europe, on discute de plus en plus sur ces sujets-là, comment synchroniser les choses. Après, par exemple, sur la télésurveillance, je vois clairement en France, on est un peu pionnier. On a pas mal d'entreprises qui sont internationales
où les sièges aux États-Unis ou dans d'autres pays regardent ce qui se passe en France pour essayer de s'inspirer et voir comment ils vont faire évoluer la suite. Donc, on est un peu en avance de phase sur certaines choses. Et sur la valeur ajoutée, il y a un article qui a été publié suite aux ateliers de J1 sur cette question que je vous incite à lire du coup. Après, deuxième chose très importante dont tu parlais, c'est la formation. Parce que, évidemment, il y a la formation des professionnels de santé, alors les nouveaux, mais également les personnes qui sont en exercice. Je sais que c'est des sujets que prennent à bras le corps la conférence des doyens de médecine, de pharmacie, et puis tous les organismes. Évidemment, ça doit aussi se propager dans la formation continue. Et là, on peut saluer toutes les actions que mettent en œuvre les ARS et les grades pour aller, et les CEPAM aussi, hein, pour aller au-devant des utilisateurs. N'oublions pas les citoyens, et c'est ce qui a été fait dans le cadre du déploiement de Mon Espace Santé, où on a tous contribué pour aller au-devant des citoyens, et c'est la mise en œuvre sur le terrain des médiateurs numériques et des conseillers numériques, et ça, il y a un élan extrêmement important. Alors, je voudrais relayer deux remarques. Donc, une du docteur Villeminot qui nous dit ben, que, évidemment, tous les médecins généralistes sont tous convaincus par ben, l'utilisation des outils à distance, mais que notamment les syndicats de médecins généralistes limitent avec l'avenant 9, je me fais votre porte-voix, Cédric, limite avec l'avenant 9 à 20% du volume de l'exercice de ces médecins généralistes. Il nous dit chercher l'erreur, et il nous dit aussi que la téléexpertise, mais je vois qu'il va peut-être rebondir parce qu'il se connecte, que la téléexpertise, et je lui laisse la main, aujourd'hui n'est pas valorisée. Cédric, je te laisse intervenir, vas-y. Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci de me laisser intervenir 2 petites secondes là-dessus. C'est un sujet, on va dire, explosif dans les jours à venir. Et je dirais dans les jours déjà passés, puisque l'avenant 9 est en route depuis le 1er avril. J'ai pris personnellement attache auprès de la directrice de la CPAM, moi personnellement au niveau de la Haute-Savoie, pour pouvoir aller lui en parler et discuter, puisque j'ai déjà eu un petit rappel de la CPAM comme quoi mon activité était trop importante en téléconsultation et que la fin de l'année s'avérait compliquée. Donc j'ai proposé éventuellement de stopper mon activité, de me mettre en congé jusqu'à la fin de l'année pour aggraver la démographie médicale. La pénurie en tout cas. Bref, on est dans un délire total au niveau de cet avenant 9, au niveau de cet article en tout cas. Peut-être pas tout l'avenant 9, on est bien d'accord. Je me pose la question, en dehors de ma profession de médecin généraliste libéral, de plateformes de téléconsultation où on a clairement apporté les preuves d'une réponse, en tout cas, à certains déserts médicaux grâce à cette plateforme. Bien sûr qu'on ne résout pas tout en téléconsultation, mais tout le monde le sait ici, surtout sur ce webinaire. Mais on apporte des solutions, on apporte des réponses, et bizarrement, au moment où tout le monde se gausse du fait que la télémédecine peut apporter des solutions, eh bien, on empêche et on met des barrières et on résout et on stoppe à 20%. Si je prends mon cas, je suis pas le seul, hein, mais au moins on prend un exemple concret. Je suis salarié d'une plateforme de téléconsultation. Voilà, et j'ai rien à cacher là-dedans. Je suis salarié à mi-temps, c'est-à-dire que je passe la moitié de mon temps aujourd'hui en téléconsultation. Est-ce que pour autant je délaisse mon cabinet? J'y suis. Je suis à mon cabinet. Je délaisse pas plus mes patients non plus, puisque je les vois aussi en téléconsultation. Donc, pourquoi d'un seul coup me stopper dans mon élan d'apport d'un soin? C'est très étrange. C'est très étrange. Alors, juste parce qu'on va avancer, mais je trouve que ce témoignage, il est hyper important parce que
ça nous donne à réfléchir sur 2 choses. D'abord, on sait que lorsqu'il y a des bouleversements, il faut que les choses s'adaptent et là, ben, il faut faire confiance, au terrain pour pousser tout ça parce qu'évidemment, ce que tu racontes Cédric, ça pose des problèmes et ça pose une deuxième question qui est, justement ce nouvel exercice que vous mettez en œuvre les médecins généralistes parce que on voit bien si tu t'arrêtes de travailler, c'est pas grave. De toute façon, des médecins, on en a plein donc évidemment, on peut s'arrêter à partir de maintenant. Je crois qu'on est bien tous convaincus que c'est pas possible d'entendre ça, et que de toute façon, ces modes d'exercice, on est en train de les travailler. Il faut embarquer toutes les générations et que, en tout cas, merci à toi parce que je sais que tu fais partie des gens qui poussent ces sujets-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le docteur Ledouarin? Alors, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que… Tu veux que je réponde très rapidement sur celle-là, Jean-Louis? Bien sûr, pardon, excuse-moi. C'est moi qui ai répondu, Non, pas de souci. c'est Sachant toi que je vais qui as pouvoir dit. répondre qu'à moitié, parce que comme vous le savez, les négociations conventionnelles, ce n'est pas le ministère, c'est l'assurance maladie, la CNAM. Donc, ce que je peux faire, c'est vous traduire, vous donner certaines infos et traduire certaines choses. S'ils l'ont fait, c'est bon, en partie, et le principal moteur, c'était de dire que le Conseil national de l'ordre des médecins, la CNAM, et les syndicats considéraient que, en tout cas aujourd'hui, pour garder la main sur sa pratique clinique, il fallait continuer à exercer sur un certain nombre en présentiel de patients. C'est la raison qui a été avancée, je ne me prononcerai pas là-dessus, donc il y a cette borne des 20% qui a été mise. Je pense qu'elle va être amenée à évoluer au fur et à mesure des pratiques. Et de la façon dont ça va être, les professionnels sur le terrain vont se l'approprier. Aujourd'hui, on est dans une situation où des professionnels qui dépassent les 20%, on est à peu près sur 3% des professionnels. Donc 97% des professionnels sont très très loin des 20%, ils sont à 1, 2, 3% de leur pratique maximum en téléconsultation. Et aussi, on est aussi dans une situation où on est entre 30 et 40%, 45% des professionnels qui font de la téléconsultation en fonction des périodes. Donc, on est loin de tous les professionnels qui en font au moins 1 à 2 par mois, ne serait-ce que ça avec des patients chroniques de réévaluation ou de choses comme ça. C'est-à-dire que la pratique n'est pas encore complètement rentrée dans les usages, dans les mœurs sur le terrain. Et quand vous parliez de situation explosive, on est aussi là. C'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen, 1, de faire avancer les choses, mais 2, de ne surtout pas brusquer les professionnels de santé, parce que si on les brusque, ils vont arrêter la pratique. Et pour être très honnête, la nature a horreur du vide. Donc, si les professionnels de santé demain ne s'emparent pas de la téléconsultation, du télésoin ou autre, qu'est-ce qui va se passer? Les patients vont le demander. Donc, c'est des plateformes privées, c'est des mutuelles, c'est des entreprises étrangères qui vont faire cette proposition-là, cette offre-là. Et de façon payante et de façon hors cadre de remboursement par l'assurance maladie, donc dans un hors parcours de soins tel que nous, on le souhaite en France. Donc, il faut qu'on fasse très attention collectivement. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, nous, c'est une santé digitale qui soit ou une téléconsultation, télésanté, qui soit dans le cadre du parcours de soins. Et c'est celle-là qu'on veut favoriser. Et donc, pour ça, il faut qu'on travaille et que les professionnels de santé et nous, on travaille main dans la main. Quand je dis nous, c'est toutes les institutions, c'est tous les acteurs, voilà. Et donc, faut pas brusquer. On est sur cette ligne de crête-là de comment on fait avancer les choses sans brusquer personne, parce que ça serait contre-productif pour tout le monde. Donc, on est un peu là-dessus. Et juste merci pour votre réponse claire et nette. Vas-y, Yann, il y a après une autre. Il y a après une autre levée de main. Vas-y, Yann. Ça rebondit un peu là-dessus sur l'engagement des professionnels. Alors, beaucoup moins maintenant, pour être très honnête. Depuis 2018, ça a beaucoup évolué avec tout ce que nous, on a pu faire, tout ce qu'a pu faire Dominique également. Quand je faisais les premiers congrès en 2017-2018, quand on arrivait dans une salle, il y avait dans la salle, à chaque fois, systématiquement, quand on parlait de ces sujets-là, des industriels, des patients, il n'y a aucun jugement de valeur, et il devait y avoir 1 ou 2 professionnels de santé parmi les 200 invités. C'est-à-dire que ces pratiques se sont construites au départ sans les professionnels de santé, qui étaient dans une position de on ne veut pas, on ne sait pas, donc on ne participe pas. Et c'est là où les mentalités ont beaucoup changé. Maintenant, je pense qu'on a tous compris que c'est grâce aux patients et grâce aux professionnels de santé qu'on arrivera à faire une santé digitale de qualité. Mais c'est vrai qu'il y a 4 ans, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'on voyait très, très, très peu de professionnels de santé qui étaient dans les conseils d'administration, dans les boards, il n'y avait pas cette co-construction.
Et je pense que c'est à nous tous de travailler là-dessus pour inverser un peu la tendance. Question courte, réponse courte, parce que le temps avance. Pardon. Racigna, une question, si vous êtes toujours là. Oui, je suis toujours là. Bonjour. J'ai Allez-y, une bonjour. question très, très rapide, effectivement. Ça allait un peu vite tout à l'heure. Vous avez évoqué un texte qui sera publié dans les prochaines semaines autour des DM. Est-ce que vous pouvez juste me préciser de quoi il s'agit? Alors, je vais Merci. rentrer un peu pas dans du technique, mais vous rappeler des chiffres. Le texte de loi qui fait rentrer dans le droit commun la télésurveillance, c'est l'article 36 de la loi de financement pour 2022, qui est accompagné d'un autre texte, et là j'ai un doute, je crois que c'est le 54 sur l'accès précoce. Donc si vous voulez les regarder, c'est ces deux textes de loi. Et à chaque fois qu'il y a un texte de loi, il y a des décrets d'application qui permettent de transformer de façon opérationnelle le texte de loi. Et ces décrets d'application, là, ils sont en cours de concertation. Ils devraient être publiés d'ici à l'été. Et ça permettra de marquer l'essai entre la loi et le remboursement, la prise en charge officielle, le go, on va dire, officiel des choses d'ici à l'été. Très bien, merci beaucoup. Merci Yann Maël de ces éléments d'éclairage, de ces éléments de bon sens et de sagesse aussi. Et merci à la DGOS dont tu es le porte-parole aujourd'hui de venir nous expliquer ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Et merci à Dominique d'avoir mis la barre très haute parce que c'est très difficile d'intervenir juste après lui. Non. Merci beaucoup. S'il y a des questions supplémentaires, évidemment, on te les relaiera. Alors, si vous êtes tous d'accord, je vais maintenant passer la parole au professeur Marchek. Je vous rappelle qu'il est le chef de service de chirurgie cardiovasculaire du CHU de Toulouse. Vous avez, monsieur Marchek, pris le sujet du numérique à bras-le-corps dans vos pratiques depuis longtemps maintenant, pour et avec vos patients, mais aussi votre équipe, parce que quelquefois, le numérique, ça bouleverse un peu les process. On sait que la prise en charge du patient avant, pendant et après la chirurgie, notamment cardiovasculaire, c'est une mécanique très très bien huilée avec un processus hyper millimétré. Est-ce que vous pouvez nous repréciser d'abord ce qu'on nomme par la RAC, encore un acronyme, quelques éléments sur la RAC, et comment les outils numériques peuvent vous aider dans la mise en œuvre de votre métier au quotidien? Merci beaucoup pour votre intervention et de nous faire l'amitié d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. Bonjour à tous. J'ai un petit souci d'écran puisque je ne vois pas mes diapositives. Je crois que Stéphanie qui devait me les passer. Fanny va nous les passer. Oui, ça arrive. Normalement, vous devriez les voir. Voilà les diapositives. Parfait, bon. Merci beaucoup. Donc la RAC, c'est la réhabilitation améliorée après la chirurgie. Et donc là, c'est un exemple finalement très modeste après ces deux magnifiques présentations. Un exemple modeste de terrain. Ça se veut un travail transversal qui fait participer tout un tas d'équipes médicales, mais aussi les patients et une start-up médicale, le Bot Design. Et donc, on a eu grand plaisir à travailler au cours des dernières années ensemble pour essayer de développer un certain nombre d'outils numériques, dont cet outil sur la RAC. Alors, j'ai des problèmes parce que ça ne fonctionne pas. J'ai un écran noir. Vous voyez les diapositives, vous? Oui, Bertrand. Là, on est à la deuxième diapositive et on voit trois pastilles. Alors, je vois rien du tout. Donc, alors là, on est à la RAC. Alors, ok. Donc ensuite, moi, j'ai un écran noir, donc ça va être difficile. Mais si vous me dites, non, mais ce que je vous propose, Bertrand, pour je vais partager mon écran, c'est de partager votre écran, comme ça se passera de manière plus fluide. Est-ce que Fanny, tu peux rendre la main au professeur Marchek? Donc pour partager votre écran sur Teams, hein, parce qu'on sait qu'il y a plein de façons de le faire sur les plateformes, vous avez à côté du rectangle rouge qui s'appelle quitter une petite flèche qui s'appelle partager. Ouais. On clique dessus si Fanny vous rend la main et ensuite vous pourrez, en cliquant sur votre diaporama, cliquer sur le diaporama. Pas de souci, pas de stress. C'est à vous de prendre la main dessus directement. Ok, parfait. Et en fait, vous voyez mon écran là? Oui, très bien. Oui, on voit votre parfait. écran. Parfait. Donc je lance le diaporama. Tout le monde voit l'écran, c'est bon? Oui. Donc
Donc la réhabilitation améliorée, en fait, après chirurgie, c'est quelque chose qui était très bien connu dans d'autres disciplines, que ce soit la chirurgie digestive à gauche, la chirurgie orthopédique ou encore la chirurgie pulmonaire, mais c'était quelque chose de très méconnu et de très sous-utilisé en chirurgie cardiaque. C'est-à-dire que notre culture, nous, c'est d'évaluer un risque opératoire. On connaît parfaitement les éléments qui aboutissent à la survenue de plus de complications ou de plus de décès en post-opératoire, et ça se résume sous la forme de scores qui permettent d'évaluer le risque que l'on fait prendre au patient lorsqu'on le prend en charge au bloc opératoire. Mais jusqu'à quelques années seulement, il n'y avait pas véritablement d'impact sur ces différents éléments. Aujourd'hui, la chirurgie cardiaque a beaucoup évolué, c'est-à-dire que les équipes chirurgicales ne travaillent plus de façon isolée. Il s'agit de travail d'équipe qui fait intervenir tout un tas de disciplines, alors les disciplines habituelles, l'anesthésie, la réanimation, la chirurgie, mais également tout un versant médical, un versant ville, un versant paramédical, les psychologues, les tabacologues, et tout un tas d'autres disciplines qui sont amenées à s'occuper des patients dont on a la charge. On peut penser aux diabétologues, aux néphrologues, etc. Tout ceci s'intègre dans des progrès techniques évidents, avec des chirurgies qui sont de plus en plus ciblées, moins invasives, plus efficaces, et des plateaux techniques qui permettent d'avoir de très bons résultats. Si bien qu'aujourd'hui, entre ces deux photos à gauche et à droite, finalement, il n'y a que 24 heures entre l'arrivée du patient au bloc opératoire debout, accompagné par une infirmière du bloc opératoire, et les premiers pas dans le service avec le kinésithérapeute 24 heures après sa chirurgie de réparation mitrale. Donc c'est ce standard vers lequel on tend le plus souvent possible. L'intérêt de la RAC est mis en évidence par de très nombreuses études qui, la plupart, montrent une diminution du taux de complications respiratoires, de la durée du séjour en réanimation, etc. Mais il y a même des équipes, dont l'équipe de Strasbourg, qui montrent un grand intérêt sur la mortalité, avec une réduction très sensible de la mortalité qui est divisée par 2, voire même plus. Donc, beaucoup d'équipes se sont engouffrées dans cette idée de développer des programmes de RAC au service des patients. Tout ceci, ça nécessite à la fois une adaptation de la préparation du patient. On parle de préhabilitation. On parle aussi, et ça c'est un nouveau concept, d'éducation préopératoire du patient. Qui va finalement être guidé tout au long de sa préparation pour arriver au mieux à la chirurgie. Et c'est ce volet qui va nous intéresser dans cette présentation. Ensuite, des améliorations péropératoires avec des raffinements techniques chirurgicaux, anesthésiques, traitement de la douleur, etc. Et une démarche très active de réhabilitation post-opératoire qui commence dès la réanimation, dès les premières heures qui suivent la chirurgie, avec un patient rapidement mobilisé, rapidement réalimenté, et dans les services d'hospitalisation traditionnels, puis dans les centres de rééducation. Donc tout ça, un certain continuum du moment où on prend connaissance du patient entre 1 et 3 mois avant la chirurgie et 3 mois. Donc là, c'est notre élément qui rentre 3 mois après la chirurgie. C'est un autre élément intéressant, c'est-à-dire une prise en charge longitudinale du patient et non plus simplement un acte technique et une brève hospitalisation. Excusez-moi, c'est Olivier. En fait, on ne voit pas votre presse, donc il faut vous cliquer sur « Prendre le contrôle » tout en haut. Ah mince. Alors... ça ne fonctionne pas. Alors je clique sur la flèche pour partager mon écran, mais ça ne fonctionne pas. En fait, avant, il faut vous cliquer sur « Prendre le contrôle ». Vous le voyez tout en haut, prendre le contrôle ou pas? Non. Bon, sinon, c'est pas. Je vous appelle, comme ça, vous verrez l'écran qui est diffusé. D'accord, ok. Est-ce que Fanny, tu peux faire défiler les diapos ou pas, toi? Oui, tout à fait. Si vous m'indiquez, je peux changer les diaporamas. Et ben voilà, je pense qu'on va faire comme ça. C'est plus simple pour Monsieur Marchek. Si vous pouvez dire diapositive suivante, quand ça vous intéresse, Fanny passera à la suivante. Le souci, c'est que je ne vois pas mes diappositives. Moi, je vous appelle comme ça, je vous mettrai à l'écran sur le téléphone ce que nous on voit comme ça vous aurez un... On va faire ça. Le numérique offre plein de possibilités. Oui,
Je suis désolé. Oh, pas de problème. Bon. Donc, voilà. Voilà, et comme ça. Dites-moi à quelle diapositive vous voulez que je sois. Alors, donc là, donc la chirurgie d'avant, c'est la diapositive d'après. Donc c'est encore la diapositive suivante. Donc ça, c'était voilà, l'intérêt. Et ensuite, la préparation. Nous reprenons le fil. Donc le numérique en santé. Donc voilà, donc là c'était ce que je vous expliquais avec des évolutions dans la prise en charge pré, per et post-opératoire, le numérique en santé. Et donc l'ambition de l'équipe toulousaine, bon, c'est de réduire la fracture numérique, mais vous voyez que manifestement il y a encore du travail. Et donc l'idée c'était tout à la fois au cours des 3 dernières années de mettre en place, donc c'est la diapositive suivante Olivier, un programme de réhabilitation amélioré après chirurgie et un outil numérique au service des patients et des soignants grâce à la plateforme Max de Bot Design. Donc, c'est un dispositif médical avec tous les éléments de sécurité qui sont indispensables et dont on a déjà parlé. C'est la diapositive suivante, Olivier. Voilà, et donc c'est une interface, la diapositive suivante. Donc, c'est une interface entre le patient et les soignants. C'est la diapositive suivante. Finalement, 2 volets. À gauche, la partie pour les patients, à droite, la partie pour les soignants. Et donc, l'idée, c'est de permettre une véritable éducation du patient en préopératoire. La diapositive suivante. Car au moment de la consultation, finalement, un très très grand nombre d'informations sont données aux patients. Ce sont des consultations qui sont très longues, ce sont même des hospitalisations de jour. Et donc, c'est quelque chose qui peut durer entre 30 et 45 minutes en fonction des patients et la complexité des cas. Et donc, beaucoup d'informations et les patients repartent avec uniquement un faible pourcentage de ces informations. Donc, l'idée, c'est de permettre aux gens de revenir à toutes ces informations aussi souvent qu'ils le veulent, avec qui ils le veulent. Donc ça, c'est la place aussi des aidants, des familles. Ça, c'est le Covid qui nous l'a appris. Quand les consultations, finalement, on n'avait qu'une seule personne autorisée, à des moments choisis où on n'est pas forcément en stress au moment d'une annonce d'une chirurgie ou autre, et par des supports les plus adaptés possibles de façon à rendre les choses ludiques ou au moins d'améliorer finalement la capacité du patient à mémoriser les choses. Donc, ce sont des informations toutes simples qui peuvent simplement relever de présenter les équipes médicales, des informations administratives, géographiques, etc. La diapositive suivante. Et donc là, il faudrait cliquer pour lancer la vidéo. Donc finalement, ensuite, ce qui est intéressant, c'est de diversifier les médias proposés aux patients. Donc la vidéo de parcours de soins, c'est probablement l'élément central. C'est quelque chose de très important qui permet de véritablement réduire le stress et de réduire l'angoisse du patient qui va faire connaissance avec tout l'environnement qui sera le sien au moment de l'hospitalisation. Diapositive suivante. Ensuite, il s'agit d'expliquer aux patients les raisons de tous les exercices qu'on lui fait faire en préopératoire. Donc, les exercices sont planifiés dans un agenda adapté et ensuite, on explique les raisons qui vont motiver le patient à faire ces exercices exactement de la façon dont on lui demande. Donc, ça peut être des dessins animés. C'est l'explication donc de la préparation préopératoire ou l'explication des exercices qui seront demandés en réanimation. Donc le patient peut s'entraîner véritablement chez lui. Ensuite, la diapositive suivante,
des documents complémentaires d'informations sur des notices sur le spiromètre, sur des conseils d'alimentation, sur la gestion de son diabète, sur tout un tas d'informations pratiques qui ont été rédigées avec les paramédicaux, avec les différentes spécialités concernées par chaque problème. La diapositive suivante. Ce qui est également intéressant, c'est que finalement le numérique nous a permis de véritablement mettre en place quelque chose de très rationnel et de très efficace. C'est-à-dire que l'organisation d'un service de chirurgie, c'est quelque chose de millimétré, mais il existe encore des variations en fonction de tel ou tel professionnel, de telle ou telle croyance. Donc finalement, il a fallu se mettre autour de la table et repenser, réfléchir à la rationalité de telle ou telle prescription, de telle ou telle organisation. Et finalement, c'est l'interface soignant qui va nous permettre de programmer des parcours de soins personnalisés. Donc, il ne s'agit plus de proposer un seul parcours de soins par maladie, mais de multiples parcours de soins qui sont adaptés à chaque patient. Donc, vous pouvez appuyer sur la vidéo. Bon, la diapositive suivante. Je suis vraiment désolé parce que c'est une présentation beaucoup plus fluide normalement. Et donc, il s'agit de réfléchir à ces parcours de soins. Diapositive suivante. Ces parcours de soins, ce sont finalement des parcours utilisateurs. Donc, il a fallu qu'on prenne pied un petit peu dans le numérique et qu'on essaye de comprendre comment pouvait fonctionner cette application numérique et comment fonctionnait le programme informatique pour, voilà, et tout ça au service de la qualité de la prise en charge. Donc avec un certain nombre de parcours de soins, donc ça c'est le parcours de soins basique, et ensuite en fonction de telle et telle maladie que présente le patient, on peut ajouter à ce parcours de soins d'autres parcours de soins qui vont se superposer. Donc la diapositive suivante. Ça, c'est l'exemple du patient anémique qui va pouvoir bénéficier d'une injection complémentaire de fer 3 semaines avant l'intervention. La diapositive suivante, c'est le sevrage tabagique. Pourquoi faut-il arrêter de fumer? Quels sont les avantages? Comment s'y prendre? Comment joindre le tabacologue, etc. Ensuite, comment se préparer avec la kiné respiratoire, les exercices au spiromètre. La diapositive suivante. Et ensuite, par exemple, le diabète. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'en prenant du recul sur nos pratiques, avec 4 questions aujourd'hui, on est capable de proposer 12 parcours différents en fonction de l'ancienneté du diabète, du type de diabète, de l'insuline et de la stabilité de ce diabète. Et tout ça en partenariat avec nos collègues diabétologues qui viennent ajouter leurs compétences finalement à l'organisation d'un service de chirurgie cardiaque. La diapositive suivante. Donc finalement, aujourd'hui, on a 10 types d'interventions réalisées couramment dans le service. On a 16 parcours de préhabilitation différents et ces éléments peuvent se combiner sur des milliers de combinaisons possibles pour avoir une planification finalement du parcours de soins la plus adaptée possible pour chaque patient. Ensuite, diapositive suivante, la possibilité aussi d'automatiser un certain nombre de tâches répétitives est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que le Covid a vu émerger tout un tas de questionnaires obligatoires pour pouvoir hospitaliser les patients. Et ces questionnaires étaient réalisés plusieurs jours avant l'intervention, la veille, etc., pour savoir si les patients étaient en mesure d'être hospitalisés et opérés. Donc tout ça a pu être automatisé avec des questionnaires que le patient peut rentrer, peut répondre à la maison. Et on a pu également étendre ces questionnaires automatisés à d'autres types de questionnaires, ce qui permet de repenser l'utilisation du temps des paramédicaux. Donc finalement, libération du temps de soignants pour les patients. Alors pour les patients qui ne sont pas connectés à Internet, qui n'ont pas d'accès au numérique, mais également de se concentrer sur des éléments peut-être plus humains, plus l'angoisse, des réponses plus précises aux besoins et plus adaptées aux besoins de chaque patient grâce au numérique. La diapositive suivante. L'autre élément très très intéressant de ces outils, c'est que finalement, il est possible d'évaluer en permanence la pertinence de l'outil.
c'est-à-dire que les statistiques nous permettent de savoir ce que le patient a consulté, combien de patients sont connectés, combien de patients adhèrent à notre prise en charge, jusqu'à où les patients regardent la vidéo, le dessin animé, quel type d'information a été consulté, là où les patients reviennent à plusieurs reprises. Donc tout ça nous permet de savoir ce qui est pertinent, pas pertinent, et finalement d'avoir un œil très critique sur notre prise en charge et sur l'outil développé de façon à le faire évoluer aux besoins des patients. Tout ceci complété avec des questionnaires de qualité et d'intérêt du patient pour l'outil même, qui nous permet donc de progresser chaque jour. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant et finalement de très différent des pratiques avant le numérique. Donc en conclusion, la réhabilitation, la diapositive suivante, la réhabilitation améliorée après chirurgie, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est une prise en charge longitudinale et plus ponctuelle, transversale et pluridisciplinaire qui permet de faire participer le patient tout d'abord et ensuite tous les professionnels qui sont amenés à se pencher sur le problème du patient. Ce sont des parcours de soins qui sont personnalisés, qui sont conçus sur mesure à chaque patient et qui sont centrés sur chaque cas. Et finalement, cet outil numérique nous permet d'améliorer l'efficacité, la qualité des soins. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est surtout quelque chose qui nous permet de replacer l'humain au centre de la prise en charge des patients plutôt que de l'éloigner. Voilà, je suis désolé pour ces problèmes techniques. J'espère vous avoir dit l'essentiel. Pas de problème. Merci beaucoup Bertrand. Moi j'avais peut-être une remarque, c'était de dire que vous êtes précurseur sur ces parcours de soins numériques et qu'aujourd'hui, le docteur Yann-Maël Ledouarin a dû nous quitter, mais dans le cadre de Paris Santé Campus, on est en train de travailler et on associera les personnes qui voudront bien nous aider à justement la structuration de ces parcours entre le numérique et l'humain. Parce qu'aujourd'hui, les professionnels de santé sont en demande justement de tout au long de ce parcours, quelle va être précisément la place du numérique, quelle va être la place de l'humain et comment tout ça, ça peut s'articuler. Parce que évidemment, ça a des impacts sur les process, on l'a dit, on a des challenges qui sont sur la mise à disposition de ces outils auprès des patients. Et ça, dans mon espace santé, je pense que ça va nous aider à avancer, mais également au niveau des professionnels et des personnes qui travaillent dans les services. Vous pouvez peut-être nous en dire deux mots, Bertrand, sur l'impact de ces outils auprès de vos collaborateurs? Oui, alors c'est effectivement un problème peut-être sous-évalué au départ, c'est-à-dire que c'est difficile simplement de superposer finalement le développement et le déploiement d'un outil numérique à des organisations préexistantes. C'est-à-dire qu'il faut repenser les plannings, repenser les tâches de chacun et avoir une capacité d'adaptation à l'outil numérique. Tout en sachant qu'il y a aussi une phase de superposition où un certain nombre de patients sont soit réfractaires, soit inaccessibles au numérique, et d'autres au contraire 100% au numérique. Donc ce sont aussi des défis de réorganisation et de management des équipes pour que chacun, et les soignants et les patients, puissent en tirer un maximum de bénéfices. Merci pour cette réponse. Une remarque de Cédric qui dit, et je trouve que c'est très juste, hein, on s'aperçoit encore une fois que le digital va ramener de l'humain. Et donc, je pense qu'il faut trouver cet accord entre l'humain et le digital et ne pas, et ne pas s'enferrer dans le fait de dire que le digital gomme l'humain. Ça ramène, comme le dit Cédric, de l'échange et de la communication et que du coup, ces outils-là sont peut-être utiles à ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je ne vois pas de main levée. Merci, Monsieur Marchex, pour cette intervention, et puis au plaisir. Je vais passer maintenant la parole, si vous en êtes d'accord, à Alexis Gaden, qui est le responsable de l'innovation de Aucantis, et qui va nous éclairer sur la stratégie d'innovation d'Aucantis, qui est très dynamique sur ces sujets-là. Alors, merci Jean-Louis. Alors, je vais partager mon écran. Toujours le moment fatidique. Tout va bien. Il doit s'afficher. C'est bon, ça roule.
Ok, super. Donc parfait. Bah, écoutez, bonjour à tous. Donc je vais essayer d'être assez rapide. Voilà, on a vu la stratégie au niveau national et un cas très concret d'usage à l'instant, avec la RAC et le professeur Marchex. Donc nous, on se positionne vraiment comme un acteur de terrain chez Ocantis. Et justement, l'objectif de notre présentation, c'est de vous montrer comment on peut traduire en fait tout ce qui a été émis dans les présentations précédentes dans des cas concrets sur le terrain et comment on peut accompagner à la fois les acteurs de santé qui ont besoin de solutions et à la fois les professionnels et les entrepreneurs qui vont fabriquer des innovations à trouver finalement un point de jonction et à pouvoir finalement bénéficier des meilleurs services. Donc en quelques mots, dire qui on est. Donc ça fait 35 ans qu'on existe. On s'appelait avant le CILPC. Aujourd'hui, on est Ocantis pour plein de raisons. On change. Voilà, on est 200 salariés et on a 330 adhérents. Donc pour rappel, nos adhérents, ce sont aussi nos clients dans le sens noble du terme. Et donc, ce sont les structures de santé avec qui on travaille, mais pas que, puisque depuis quelques années, on s'ouvre un peu aux collectivités territoriales, aux organismes d'État, et donc on développe nos activités auprès de ces organismes également. Mais on est véritablement un acteur de santé depuis 35 ans. Alors, aujourd'hui, ces adhérents, ils sont répartis vraiment sur toute la France. Il y a des adhérents de toute nature parmi nos adhérents santé, qui sont la grande majorité de ceux-ci. Et donc, on travaille aussi bien avec des CHU, des CH, des hôpitaux psychiatriques ou avec des EHPAD. Et effectivement, ça nous donne aussi un regard à différents niveaux sur les besoins, puisque évidemment, en fonction du type de structure avec qui on travaille, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Et il faut bien sûr adapter les choses parce que sinon, ça fonctionne pas convenablement. Donc, on est depuis assez longtemps intégrateur. Donc, on a dans notre stratégie et dans notre ADN la volonté de travailler avec des partenaires, puisque justement, on sait bien que tout seul, on aura du mal à y arriver et que des bonnes idées, il y en a partout. Et qu'en plus, ça permet également à nos clients de bénéficier finalement des meilleures technologies potentielles. Donc, on est dans un mix justement pour trouver ces meilleurs partenaires. Tout ça en étant connecté à ce qui est obligatoire, ce qui a été dit à plusieurs reprises, c'est amener de la sécurité, amener de la fiabilité justement aux gens avec qui on travaille et que ces personnes ne se posent pas de questions quand on travaille ensemble, on fait les choses correctement, donc on peut être innovant et faire des choses de façon tout à fait précise et sécurisée. Et donc je pense que c'est particulièrement aujourd'hui. Donc on a tout un tas d'agréments et de certifications qui font que logiquement on doit délivrer les meilleures garanties. Pour faire écho à tout ça, justement, c'est important de dire que nous sommes hébergeurs de données de santé depuis très longtemps et que maintenant on est certifié sur les 6 niveaux. On est également tiers archiveur numérique, c'est une autre cocarde importante puisque ça nous permet, au travers d'un agrément du ministère de la Culture, de conserver dans le temps des archives numériques pour le compte de tiers. Et donc, les durées de conservation peuvent être très longues. Ça met aussi un certain challenge de notre côté. Donc, aujourd'hui, on est basé historiquement à Limoges et à Poitiers, où on a 2 data centers qui font écho à notre certification HDS. Et puis, depuis peu, on se divertit, on s'ouvre, et donc on a aussi des ramifications autour de l'innovation et de l'incubation, puisqu'on a pris des bureaux à Bordeaux, à la Cité du Numérique, qui est un point d'incubation. Et on a également été sélectionné, Jean-Louis vient d'évoquer à l'instant le nom, mais on a été sélectionné parmi la première promotion de Paris Santé Campus. Et donc, on a également fait notre entrée dans les lieux et dans cet écosystème qui va être un catalyseur important au niveau national. Et donc, on est assez fiers également de pouvoir y collaborer. Et d'ailleurs, on a déjà fait une action commune avec Bot Design depuis Paris Santé Campus, le jour de l'inauguration. Donc voilà, on est en plein dans cette logique d'incubation. Alors, on a 4 piliers, je ne vais pas faire le détail. On est historiquement intégrateur et donc tous les services principaux du CILPC, ceux qui nous permettent d'innover, sont ceux qui sont liés à l'intégration. Donc, on a tout un tas d'équipes et beaucoup de monde, beaucoup de spécialistes, dont des spécialistes métiers qui travaillent sur ces thématiques-là et qui nous permettent finalement de travailler sur tout ce qui est le socle d'un hôpital, hein, la partie administrative, la partie financière, la paye, le dossier patient informatisé, qui lui nous ramène un peu plus vers des sujets d'innovation chaque jour.
Et puis la stratégie nouvelle d'Ocantis, qui est de vraiment d'équilibrer en fait nos forces entre l'intégration et l'édition de solutions. Et donc, on met un axe assez fort et beaucoup d'énergie à proposer nos propres solutions innovantes. Donc, soit parce qu'on les crée par nous-mêmes, soit parce qu'on les incube et on les développe grâce à des savoir-faire de partenaires. En tout cas, on essaye d'équilibrer ça entre nos différents piliers et bien évidemment, peut-être aussi de mieux faire connaître nos savoir-faire et notre capacité à porter des projets. Alors, pour traduire tout ça, je vais aller assez vite vers le concret du coup, puisque là, je vais plutôt vous afficher finalement ce qu'on propose aujourd'hui de manière très concrète. Alors, on a vu la maison tout à l'heure avec Dominique Pont. Bah, ça fait partie de nos fondations. Je viens d'évoquer qu'on était certifié hébergeur de données de santé, mais on a aussi plein de choses qui ne se voient pas forcément, mais qui font partie de cette sécurité et de la partie socle de la maison, justement, puisque on met un axe très très fort au niveau de tous les services que l'on propose, donc qui sont plutôt offerts en mode SaaS, donc en mode plateforme distante en tant que service. Ça n'est pas la seule possibilité, mais c'est ce qu'on met en avant. On intègre en fait toutes les techniques qui permettent de s'appuyer sur les référentiels nationaux. Donc par exemple, la reconnaissance des professionnels au travers de ProSanté Connect, leur authentification au travers de la ICPS ou de la CPS évidemment. Tout ça, c'est quelque chose qui est un fil conducteur de l'intégralité des actions et des solutions que l'on propose. Donc, j'ai évoqué notre volonté d'incuber, d'aller chercher des idées, de fabriquer. Ben, on est déjà dans cette réalité-là, puisque sur ce que vous pouvez voir à l'écran, on a déjà certains services sur lesquels on est éditeur, donc par exemple Dématic Santé ou Munseo, mais on a également des solutions sur lesquelles on a été chercher des partenaires et on a fait de la croissance externe. Donc, on est depuis quelques mois maintenant propriétaire de la solution de data visualisation Viewer. Voilà. Et puis, on fabrique des choses aussi. Donc, on a noué certains partenariats importants, notamment avec, par exemple, Salesforce dernièrement, mais pas que, avec également des gens qui font de l'intermédiation. Et on est en train de construire effectivement une plateforme qui nous permettra de fiabiliser les échanges en données de santé, de les simplifier et de le faire dans un contexte avec un opérateur public, donc de confiance, et donc d'être capable d'orchestrer de la donnée de santé, d'orchestrer de la connexion au DMP, de la connexion à la MS Santé, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment notre catalogue. Donc, pour être dans cette dynamique-là, il faut qu'on s'ouvre à l'innovation. Je l'ai dit un peu en fil conducteur, mais s'ouvrir à l'innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a intégré plusieurs idées assez fondamentales dans l'ADN de Ocantis. Et donc, dans cette idée-là, c'est que les écosystèmes sur lesquels on travaille, et qui sont également ceux des structures de santé, ils ne sont pas fixes, ils sont vivants. C'est vraiment quelque chose que nous, on voit comme une offre organique qui doit vivre et croître et évoluer en même temps que les besoins des gens avec qui on travaille. Et puis, c'est surtout un état d'esprit dans lequel il faut se dire qu'on pourra faire des choses, mais qu'il faudra les faire à la fois avec des partenaires, à la fois avec les gens à qui on destine ce service pour proposer des choses réellement innovantes. Et je fais exprès d'insister sur le mot réellement, c'est-à-dire pas simplement voilà, faire du blabla, mais être dans le concret. Voilà. Donc, et dans tout ça, bien évidemment, ne pas rentrer dans des projets tunnels et plutôt viser des objectifs un peu smart, des MVP, enfin viser des choses facilement atteignables. Comment on peut traduire tout ça dans des choses rapidement? Alors là, j'ai un cas très concret pour illustrer un peu tout ce que je viens de vous dire. Donc, quand on dresse un bilan aujourd'hui, un peu de même tout ce qui a été dit pendant cette session, en fait, on prend un parcours patient, on va se rendre compte qu'il est extrêmement complexe et qu'il y a plein de sources qui vont permettre d'adresser un certain nombre d'informations très hétérogènes, mais pourtant, le parcours du patient, c'est bien ça. C'est bien le plat de spaghettis que vous avez sous les yeux. Et donc, comment on fait quand on est professionnel de santé, d'ailleurs, qu'on soit infirmière en hôpital, médecin en hôpital ou en libéral, ou voilà, qu'on soit intervenant dans le parcours de soins d'un patient, comment on fait pour s'y retrouver et comment on fait qu'à un moment donné, on dispose de toutes les informations de façon fiable et efficace et que tout ça va être géré en amont d'un point de vue justement orchestration de la donnée, interopérabilité et mise à disposition des éléments. Nous, on a des réponses de façon très concrète pour l'illustrer. Par exemple, là, ce que vous pouvez voir avec Viewer, en fait,
c'est la partie visible de l'iceberg, mais elle s'appuie sur tout ce que je viens de vous évoquer. Elle s'appuie aussi sur tout ce qu'on a évoqué tout le long du webinaire de ce jour, la sécurité, la connexion, ProSanté Connect, la ICPS, l'hébergement HDS. Et puis, en fin de tâche, une fois qu'on a récupéré et orchestré les données au travers de cette plateforme d'intermédiation dont je vous ai parlé, sur laquelle on travaille, ben on va être capable pour un médecin, en un clic, d'accéder à ces données, non plus en mode plat de spaghetti, mais de façon très digeste, de façon très fluide, dans une application qui est Viviewer. Ça, c'est une traduction concrète, c'est le reflet simple de beaucoup de complexité, et c'est vraiment ce sur quoi nous, on travaille le plus fortement. Alors, dans tout ça, il y a un cas très concret qui a été présenté également à l'instant, donc sur la partie RAC. Ben, finalement, comment on fait matcher tout ce que je viens d'évoquer? Ben là, on est très concrètement en train de faire matcher cette philosophie et cette incubation technologique et stratégique, puisque, ben, par exemple, avec Bot Design, on travaille ensemble. Donc, on a depuis de longs mois travaillé à toute une stratégie de la meilleure manière d'intégrer les solutions Max dans l'écosystème Aucantis. Et donc, on a déjà 2 niveaux de réponse. Donc, un à très court terme. Donc, ce qui vous a été présenté précédemment sur la RAC, ben, tout ça, aujourd'hui, on l'a au catalogue d'Aucantis. Donc, en tant qu'entreprise publique, en tant que GIP, tous nos adhérents peuvent nous demander de travailler sur des parcours au travers de ce qui existe déjà dans Max. Et donc, on est tout de suite opérationnel pour, par exemple, proposer des parcours en cardiologie, des parcours en anesthésie. Donc, tout ça, c'est déjà intégré dans la solution et on peut tout de suite lancer des projets et très vite atteindre des objectifs SMART ou des objectifs courts, en tout cas. Et puis, on a une deuxième perspective, qui celle-ci va nous prendre quelques mois, c'est le fait de finalement faire matcher nos technologies pour ne faire plus qu'une seule technologie. Et donc, par exemple, ce que je viens de vous montrer dans Viviewer rapidement, avec tout un tas de flux qui sont orchestrés avec de l'authentification, de l'accès à l'information au travers d'un socle HDS, et la façon de le voir de façon très simple dans un Viviewer, on va pousser encore un petit peu plus le cap grâce à Max, puisqu'on va intégrer ce bot dans notre écosystème et on va l'utiliser pour permettre peut-être de pousser de l'information aux professionnels. C'est-à-dire qu'en arrivant sur une ligne de vie, peut-être qu'on pourra lui identifier dès sa connexion qu'il y a quelques points qui doivent attirer sa vigilance. Et également, on va également travailler sur quelques scénarios où on pourra interagir avec les outils pour poser des questions, peut-être trouver plus facilement un compte-rendu de diabétologie, de trouver, etc., sans se poser de questions sur la complexité du logiciel. Donc ça va nous prendre quelques mois, puisque là, on est en train de fusionner, de faire cohabiter de façon très forte nos applications. Et comme dans toute union, il faut qu'on voit effectivement qu'on prenne le temps nécessaire pour le faire correctement. Et voilà. Donc, j'en ai fait le tour. J'ai été un petit peu vite. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde. En tout cas, tout ce que je vous ai montré, c'est du concret, c'est du réel. On est un acteur de terrain. On est meilleur sur le terrain que pour le dire en matière de communication. On essaye de s'améliorer. Et voilà. Donc, pour ma part, j'ai terminé. Merci Alexis pour ces éléments. Pour reboucler avec la présentation de Dominique, ce qu'on voit, c'est que les acteurs sérieux et de premier plan prennent position dans la maison de la délégation du numérique en santé, installent les canapés, mais également se raccordent à la tuyauterie, à Internet et à tout ce qui va bien, avec beaucoup de cohérence. Alors maintenant, je vais passer la parole à une start-up, puisqu'on sait que les start-up du secteur de la santé innovent aujourd'hui beaucoup en France, au service évidemment des professionnels de santé et du médico-social, mais également des patients, avec des guidelines très précises sur la sécurité, l'interopérabilité, et avec un challenge important sur la diffusion des usages. Donc, est-ce que, Olivier, tu peux nous donner quelques éléments sur la stratégie de ton entreprise? Merci. Merci Jean-Louis. Oui, donc Bot Design, vous avez vu quelques éléments qui ont été présentés aujourd'hui. Rapidement, pour vous donner un ordre d'idée, donc nous sommes une structure de 12 personnes. Nous sommes basés à Toulouse et également aussi admis aussi au sein de Paris Santé Campus, donc récemment avec les 60 startups du dernier regroupement. Aujourd'hui, donc, Max, qui est vous l'avez vu, une plateforme numérique dispositif médical de e-parcours inclusif, permet d'adresser différents parcours, aujourd'hui pris en charge pour 30 000 patients, et c'est 12 établissements en France.
Alors, les e-parcours en santé, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire au sein de Bot Design? C'est, comme vous l'avez compris et vu tout à l'heure, c'est du soutien au processus actuel de prise en charge. Vous l'avez vu avec l'exemple de la RAC avec le professeur Marchex. On a vraiment voulu voir comment on peut s'intégrer et être en soutien et trouver justement ce bon dosage qu'évoquait Yann Mel tout à l'heure entre l'humain et le numérique et être un apport de valeur et non pas simplement une couche supplémentaire de numérique. Également aussi, on va pouvoir aider à mieux anticiper et coordonner ces besoins des acteurs qui sont le patient, le médecin, les IDE aussi, donc c'est ce nouveau, les infirmiers aussi de pratique avancée qui vont pouvoir utiliser ces outils-là, le spécialiste de ville et l'hôpital. Également aussi, on a vu avec toutes les briques qui sont capitales dans tout cet écosystème, c'est le côté sécuritaire et dispositif médical. Donc aujourd'hui, nous, Bot Design, nous sommes fabricants de dispositifs médicaux, donc avec la certification ISO 13485, donc depuis un an, qui nous permet d'avoir une solution max qui peut être dispositif médical de classe 2A sur certaines verticales métiers. Notamment avec ce côté stratification et rappel des tâches qu'on a pu voir auprès des patients, apporter des éléments prédigérés à la fois pour le patient et pour le professionnel de santé. Je vous ai également parlé du côté inclusif de la plateforme, car le numérique aujourd'hui doit être une solution pour tous. On a évoqué ça tout à l'heure avec le professeur Marchex. Il y a parfois des écueils, il faut être très clair. Aujourd'hui, on a à peu près 70% de patients qui vont utiliser la plateforme de manière directe et va voir justement aller chercher ces 30% restants avec des interfaces et des supports multiples. On a l'ordinateur, on a les applications mobiles. Également aussi, on travaille beaucoup sur des solutions de voix via les robots conversationnels qui vont, au-delà de saisir du texte, on va pouvoir discuter avec eux et donc faire augmenter ce taux pour atteindre des patients qui peuvent souffrir d'illettrisme ou de difficultés avec le numérique. Également aussi, le numérique va permettre de proposer des prises en charge innovantes. Mais tout concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut dire que notamment sur l'anesthésie, on a aujourd'hui réalisé donc avec l'équipe du professeur Mainville du CHU de Toulouse un score MyRisk et le docteur Ferré qui va en fait permettre d'anticiper les risques post-opératoires du patient, les complications que le patient peut avoir avant l'opération. Et grâce à ces différents éléments, on va pouvoir prendre en charge de manière différente le patient. Le fait d'amener du numérique et d'avoir de l'information en amont, le médecin, le praticien va pouvoir proposer des stratégies de prise en charge différentes qu'il n'aurait pas pu avoir grâce au numérique. Donc, c'est un petit peu pour vous dresser notre vision des e-parcours en santé et l'impact du numérique. Également, enfin, pour conclure, on voit bien que, comme l'évoquait Alexis, les différents acteurs aujourd'hui, tout seul, on ne va pas pouvoir y arriver. Donc, on a voulu nous rapprocher et proposer ce partenariat avec Ocantis, car on voit bien que c'est pertinent d'avoir cette union de forces pour être une brique du domicile, c'est-à-dire remonter, nous, des éléments depuis le domicile vers les systèmes d'information hospitaliers. Et je vous donne rendez-vous, bien évidemment, à Santé Expo dans les prochaines semaines pour pouvoir vous présenter tout ça. Merci à vous et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Olivier. Avant de passer la parole pour conclure à Philippe Meyer, le directeur général d'Ocantis, je voulais remercier évidemment Dominique Pont, Yann Mel Le Douarin, le professeur Marchex, bien sûr, Alexis et Olivier, Fanny aussi pour l'organisation de ce webinaire très intéressant. Philippe, la parole est à toi. Jean-Louis, merci. Et puis merci pour ton accompagnement. Moi, je voudrais dire plusieurs choses. Je bénéficie encore aujourd'hui un peu du double casquette, d'une casquette de DSI il y a quelques années, et puis aujourd'hui une casquette un peu différente, celle de directeur général d'Ocantis, où effectivement j'essaie de mettre en pratique ce que je reprochais un petit peu aux sociétés avec qui j'ai l'habitude de travailler. Moi, je trouve ce qui a été très intéressant et ce qui a été dit par Dominique Pont, c'est effectivement cette approche très structurante, cette approche travaux publics. C'est vrai que moi aussi, en tant qu'ingénieur, j'ai souvent entendu parler de travaux publics dans le numérique et on a souvent essayé de s'inspirer de ce qui était fait dans le domaine du travaux public. C'est vrai qu'aujourd'hui, personne n'aurait idée de construire une route pour aller d'un point à un autre tout seul en faisant fi effectivement des réglementations. Donc, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois, je dis bien pour la première fois, parce que comme vous, moi aussi, j'ai vu arriver je dirais des mesures financées, mais sans pour autant qu'on sache véritablement ce qu'on allait en faire, où il était laissé libre à chacun d'utiliser ses moyens financiers pour construire les choses telles qu'on pouvait les voir, telles qu'on pouvait les apprécier, avec une technologie plus ou moins efficiente, plus ou moins efficace, avec un respect de normes, de différentes contraintes ou pas d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je crois que ce qui est vraiment la très grosse réussite, c'est que l'État
a su effectivement se donner les moyens, s'engager au-delà du financement, mais en édictant des règles très très fortes. Alors bien sûr pilotées par Dominique Pont, mais je crois que là-dessus, c'est un point moi que je trouve extrêmement majeur et très différenciant de ce qui s'est passé sur les années précédentes. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que aussi tout ça reste une responsabilité collective. Il faut impérativement que le collectif que nous représentons, c'est-à-dire à la fois les soignants, à la fois les industriels, mais aussi les patients, nous possédions ce sujet-là pleinement et entièrement et que nous le fassions vivre tout à fait correctement. On l'a vu, les choses, elles sont mises à notre disposition. Il va falloir effectivement qu'on les rende intelligentes, qu'on réfléchisse aussi, je dirais, à l'avenir de tout ça. Mais en tout cas, ça me semble effectivement un point extrêmement important pour avoir là aussi un numérique de santé qui soit efficient, qui soit efficace et qu'on arrive entre guillemets à virtualiser l'hôpital de bout en bout, c'est-à-dire à la fois de l'hôpital mais jusqu'au domicile du patient. On parle trop souvent, je pense, à juste titre, hein, des déserts médicaux où, on l'a vu tout à l'heure, le fait d'avoir effectivement des téléconsultations est un apport. Mais le fait effectivement d'être aujourd'hui de plus en plus dans des centres urbains qui sont totalement engorgés, bah, c'est aussi un élément extrêmement important. Il faut que l'hôpital, quelque part, aille là où se trouve le patient et qu'on arrive, entre guillemets, à optimiser sa prise en charge dans une fluidité de bout en bout. Donc, il faut que collectivement, on travaille sur un digital de qualité. Moi, j'insisterai aussi sur un autre point, au-delà de l'ensemble des travaux qui ont été menés par Dominique Pont et Madame Letourneau, ben, c'est aussi ce qui a été cité précédemment, c'est le fait d'avoir vu émerger aussi un Paris Santé Campus avec une volonté forte de l'État de dire on a à la fois des start-upers qui sont dans leur coin, dans leur garage, dans le Champollion, qui ont des idées et qu'on va essayer de valoriser. Et puis, on va essayer d'associer ça aussi à des sociétés un peu plus structurées pour donner effectivement un véritable élan. Et c'est aussi là le rôle que nous avons, nous. On l'a traduit très directement aujourd'hui avec Bot Design, qui est alors plus dans une phase de croissance de start-up. Hein. Ils ne commencent pas, et ils n'ont pas commencé hier, mais on a effectivement cette responsabilité collective de faire vivre les choses intelligemment dans l'intérêt, et je conclurai par ça, mais dans l'intérêt effectivement de notre collectif, de notre société. Et si effectivement la société y tire un avantage, les industriels, les patients et tous ceux qui y participent y tireront entre guillemets leur avantage. Voilà. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Peut-être qu'il y a un temps de questions juste après. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, écoutez, non, je crois que la conclusion était superbe. Donc, merci à tous encore pour votre participation. Merci Fanny, merci aux intervenants, pardon, et surtout, très bon après-midi. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.